Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être là pour cette matinale exceptionnelle Intelligence avec un S. Donc je me présente, Bouchra Ajri, je dirige Brains Agency. Donc nous organisons ce 5e rendez-vous de l'inspiration autour des intelligences artificielles avec un S, donc on y tient et vous verrez pourquoi. Le rapport Villani s'est fortement inspiré du thème qu'on a choisi. Non, je plaisante parce que c'est assez drôle puisque Rachel Nulance, qui a porté cette matinale, a travaillé sur les différentes thématiques. Et comme vous le savez, aujourd'hui, donc, vous avez le compte-rendu du rapport Villani qui est à peu près, voire exactement dans l'axe que nous allons développer aujourd'hui. Donc, 5e rendez-vous de l'inspiration, Brains Agency. Donc, nous sommes une agence spécialisée dans l'enseignement supérieur, la formation et les marques employeurs. Nous portons le projet RSE, les femmes de l'enseignement supérieur et de la recherche, donc, qui a pour vocation de promouvoir l'égalité femmes-hommes. Et donc, cet événement est labellisé Femmes de l'enseignement supérieur et de la recherche, puisque la parité est respectée. Donc je ne vais pas prendre la parole plus longtemps. J'espère que cette matinale répondra à vos questions et vos attentes. Et je laisse la parole à notre modératrice. Oui, bonjour. Je suis ravie d'être ici avec vous ce matin. Alors, je me présente en quelques mots. Je m'appelle Aline Richard, je suis journaliste scientifique et je travaille entre autres pour un site qui s'appelle The Conversation France, qui est un site très particulier dans notre pays, une initiative que nous portons depuis 2 ans et demi et qui est un site collaboratif entre chercheurs et journalistes. Donc je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil. Et par exemple, vous pourrez aujourd'hui lire un papier fort intéressant sur un des sujets qu'on va aborder tout à l'heure. Donc Jérôme, ici présent, m'a fait la gentillesse de nous écrire, puisqu'il est chercheur INSERM, donc il a le droit de participer au site. Il nous a fait quelque chose sur l'éthique des algorithmes. Voilà, on parle de tout sujet, politique, société, et puis science, bien entendu. Donc on est ensemble pour une petite heure. Je vais essayer d'être rigoureuse et de tenir les délais, puisque après il y a d'autres rencontres. Donc on va aborder le sujet intelligence avec un S, en essayant d'être assez proche finalement du terrain et des préoccupations que nous on peut tous avoir dans nos vies quotidiennes et dans nos vies numériques. Donc je vais vous présenter les intervenants. Je vous explique un peu la façon dont j'entends animer cette conférence. Chacun d'entre eux va s'exprimer pendant quelques minutes pour nous dire un petit peu finalement quel est leur message essentiel de leur point de vue. Après, les experts dialogueront entre eux. J'essaierai de les relancer. Et puis, bien entendu, je pense à vous, public, et on aura un échange ensemble d'une petite dizaine de minutes pour clôturer cette table ronde. Donc si ça va à tout le monde, je vais présenter un peu les uns et les autres. Je vais commencer par vous, Benoît. Alors Benoît Binachon, vous êtes donc cofondateur, je crois, de Human Partners. On expliquera peut-être en 2 mots ce que fait cette société. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est que vous vous intéressez beaucoup au métier autour de la data science et notamment du recrutement, mais on aura l'occasion d'en parler. Alors, à côté de vous, nous avons notre juriste, Lina Vilat. Je prononce convenablement, ça va. J'ai toujours peur de faire des erreurs. Alors, Lina, vous êtes prof de droit, vous êtes avocat, vous travaillez à Lille. Et on parlera avec Lina, on parlera de tout ce qui est cadre institutionnel sur à la fois, si vous voulez, l'intelligence artificielle, mais aussi plus largement
plus largement sur ce qu'on appelle le big data ou données massives, comme vous voulez, et sur les algorithmes. Alors, il y a une praticienne juste à côté de vous. C'est Alice Cook. Donc vous êtes, alors je vais le dire en anglais, data scientist, mais on va peut-être vous appeler une chercheuse en sciences des données. Si je veux, d'accord. Et Alice pourra nous parler de vraiment son expérience professionnelle, parce que en fait, pour nous tous, sauf si vous êtes férus de maths et de physique statistique, c'est vrai que c'est un peu lointain, et je pense que ça contribue à brouiller un peu les messages. Donc c'est très très important qu'on ait un point. Et notre dernier intervenant, c'est Jérôme Béranger. Alors il a une activité extrêmement intéressante, parce qu'il s'attaque à un très gros morceau qui est finalement une question qui nous intéresse tous en tant que citoyens et en tant que producteurs et consommateurs de données, puisque nous, on produit des données, on les consomme. Il s'occupe d'éthique. Et il va nous expliquer comment on peut finalement labelliser un algorithme pour dire qu'il est éthique. Et ça, c'est vraiment une question clé. J'en ai terminé pour ma présentation. Je propose qu'on commence par vous, Alice. Et peut-être tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, expliquez-nous un peu quel est votre métier et comment vous manipulez ces fameuses données et avec ces outils que sont les algorithmes dans une perspective d'intelligence artificielle. Peut-être qu'on peut aussi dire aussi tout de suite qu'on va parler d'intelligence artificielle, bien entendu, mais on ne va pas rentrer, en tout cas pas ce matin, avec cette conférence dans les détails deep learning, etc., parce que ça nous amènerait trop loin. Donc allez-y et expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. Ça marche. Bonjour, merci beaucoup Rachel pour l'invitation et de m'avoir conviée à participer à cette table ronde. Je pensais, donc moi je suis data scientist ou alors machine learning scientist, comme vous voulez, ça me dérange pas trop si c'est un peu vague. Et donc je travaille ici chez Snips, dans cette start-up, en particulier sur tout ce qui est technique, développement d'algorithmes sur la reconnaissance vocale, qui est un domaine de l'intelligence artificielle qui est très à la mode en ce moment et dont beaucoup de gens parlent. Et je pensais que ça serait intéressant, quand j'ai entendu parler du thème de cette table ronde, d'essayer un peu, je me suis dit, je vais essayer de trouver une définition, est-ce que c'est possible déjà, une définition de l'intelligence artificielle qui soit, si on veut, objective et inattaquable. Et voilà, je me suis dit que j'allais essayer de faire ça en tant que scientifique. Et en fait, je me suis rendu compte très vite, donc j'ai pas mal lu, que c'était pas possible parce que c'était un terme beaucoup trop large qui regroupe des tas de concepts et d'idées qui parfois ont rien à voir entre elles. Donc, bon, si on veut vraiment donner une sorte de définition de l'intelligence artificielle, je dirais que c'est les théories et les développements des systèmes informatiques qui visent à réaliser des tâches nécessitant normalement une intelligence humaine. Et par intelligence humaine, on entend être capable de raisonner, de trouver du sens, d'apprendre et de généraliser à partir d'expériences passées. On peut dire aussi que c'est vouloir mettre un comportement autonome dans un agent artificiel. Et si on sait que depuis la fin des années 40 et les débuts de l'informatique appliquée, les ordinateurs sont capables de réaliser des tâches complexes comme prouver des théorèmes mathématiques, jouer aux échecs, c'est vraiment ces 10 dernières années que l'intelligence artificielle a pris cet essor qu'on lui connaît, à tel point qu'aujourd'hui, elle est au centre de toutes les discussions et sur toutes les lèvres. Et ça, c'est à cause de deux choses. dont je pensais qu'il était important de parler. La première, c'est les progrès immenses qu'on a fait dans tout ce qui est puissance de calcul des ordinateurs, donc les progrès techniques. Pour vous donner un peu une image, l'iPhone d'aujourd'hui est plus de 100 millions de fois plus rapide que l'ordinateur qui a envoyé Apollo 11 sur la Lune, qui lui coûtait à l'époque 3,5 millions de dollars et faisait la taille d'une voiture. Pour vous donner un peu l'idée du chemin qu'on a parcouru, qui s'est absolument accéléré ces dernières années. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la disponibilité grâce à Internet de quantités immenses de données
qu'il est facile d'utiliser et à laquelle il est facile d'accéder. Et je pense qu'on va en reparler beaucoup. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, dans certains domaines bien précis, l'intelligence artificielle est capable de dépasser les compétences humaines dans des domaines comme, par exemple, la reconnaissance d'images, particulièrement dans le domaine médical, mais aussi la reconnaissance vocale ou encore le jeu de Go, qui est ce jeu d'origine chinoise très ancienne et d'une extrême complexité. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'aujourd'hui, il existe une intelligence artificielle générale. On est encore très très loin du cerveau humain qui, lui, est capable de généraliser à de nouvelles expériences, qui est capable d'apprendre par observation et qui a besoin de beaucoup, beaucoup moins d'exemples pour devenir efficace. D'accord, c'est excellent de le dire comme ça, parce qu'on se rend compte effectivement qu'il y a à la fois cette surpuissance, une puissance vraiment importante de ces algorithmes de l'IA, etc. Et que, je dirais, c'est une surpuissance dans quelques neurones qui ne sont pas forcément très, très intelligents. Et donc, on va apprécier cette tension au cours de ce débat. Je voudrais tout de suite passer la parole à votre voisine, Alina, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est très important. En vous écoutant parler sans avoir particulièrement mauvais esprit, on se remémore ce qu'on a appris, par exemple, sur l'utilisation de la reconnaissance faciale en Chine. Et finalement, on a tous un peu peur, sans être forcément des paranoïaques, mais on a tous un peu peur pour notre privacy et pour nos libertés publiques. Donc, je passe la parole à notre juriste qui va un peu nous parler. Alors, vous m'avez dit au téléphone qu'il n'y a pas de cadre pour l'intelligence artificielle, et on comprend pourquoi, puisque de toute façon, elle est en construction. En revanche, il y a un cadre pour les données. Alors, est-ce qu'on peut faire un point ? Absolument. Déjà, moi aussi, je tenais à vous remercier de cette invitation, d'avoir déjà pensé à donner la parole à un juriste. Souvent, on évite les juristes dans une thématique telle que celle-ci. Donc, merci d'avoir pris ce risque. Et je vais essayer effectivement de ne pas faire fuir les personnes. En fait, il n'y aura certainement pas de fuite en avant. Simplement, rappeler effectivement, comme vous l'avez dit, que l'intelligence artificielle, telle qu'on l'a exposée, et merci pour ce discours très clair, ne peut pas fonctionner sans données. Voilà, l'intelligence artificielle nécessite fondamentalement d'être nourrie par des informations. Ces informations, elles ne s'inventent pas, elles viennent de nous. Elles se nourrissent de nous, si j'ose dire. Donc, les données, effectivement, qui vont nourrir l'intelligence artificielle deviennent aujourd'hui un véritable enjeu. Vous voyez bien qu'on ne pourrait pas parler de techniques, de systèmes algorithmiques, d'intelligence s'il n'y avait pas des données qu'on donne. Alors, le législateur l'a très vite perçu en France, puisqu'on a été l'un des premiers pays, je dirais même le premier pays, en 1978, alors même que les ordinateurs n'étaient pas dans les maisons, alors même qu'on ne parlait pas de téléphone portable. En 1978, en France, on a effectivement voté la loi informatique et liberté que vous connaissez, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, cette fameuse loi informatique et liberté qui est venue poser les principes en disant oui au développement informatique, mais non pour que ce développement porte atteinte à ce qu'on a de plus intime, c'est-à-dire la vie privée. Et c'est sur ce courant, en fait, qu'on a développé en France la culture de l'exploitation de la donnée. Mais on était l'un des rares pays européens à avoir cette culture, à tel point qu'il y a eu effectivement nos voisins européens qui, eux, ne l'ayant pas, ont développé toute une puissance effectivement informatique, technique, et sur la base de données qui n'était pas aussi bien protégée qu'en France. La France a donc demandé à ce qu'on réagisse d'un point de vue européen, ce qui a donné lieu à la directive européenne qui est venue effectivement cadrer les rapports entre les pays concernant l'exploitation des données. Mais cette directive européenne, d'ailleurs, a donné lieu en France à une modification de la loi de 1978 en 2004. Et ça n'était pas suffisant. Il y avait toujours une inégalité entre les États européens. Et la France étant l'État le plus sévère, si j'ose dire, quant à l'exploitation des données, mais aussi le plus protecteur quant à nos données.
eh bien, on a finalement donné le coup près avec le règlement européen que vous connaissez, qui va rentrer en vigueur définitivement en mai 2018. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit une chose qui est fondamentale. La donnée, c'est nous. La donnée, c'est ce qu'on a de plus privé. On distingue la donnée personnelle qui identifie une personne de la donnée sensible qui relève de ce qu'il y a de plus sensible de votre vie privée, la donnée de santé, la donnée bancaire, vos opinions politiques et éthiques, etc. Politiques, syndicales, bref, tout ce qu'il y a de plus intime. Donc cette donnée, elle est protégée. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il est interdit de l'exploiter. Ça, c'est important. Le juriste n'est pas là pour vous dire qu'il est interdit d'exploiter les données. Il est simplement en train de dire, vous pouvez le faire, mais avec le respect des droits des personnes. Et en l'occurrence, un des droits qu'il vous est accordé, c'est de dire, est-ce que vous acceptez qu'on utilise des informations qui vous concernent pour mettre en place un système expert ? Et si vous acceptez, dans ce cas-là, voilà, on vous dit ce qu'on va en faire et pendant combien de temps on va exploiter les données. Vous le comprenez finalement. L'intelligence artificielle, l'algorithme expert ne peut pas se faire sans vous, sans votre consentement. Et c'est ce sur quoi notamment le règlement européen insiste. Un dernier mot par rapport à ça, qui marque d'ailleurs la différence entre l'Europe et nos voisins anglo-saxons, c'est que, eu égard à ce postulat de départ, comme quoi ça concerne notre vie privée, on a en Europe décidé qu'on ne pouvait pas définir un droit de propriété sur la donnée. Même vous ne pouvez pas dire, écoutez, je vous vends ma donnée contre 10 € ou à la limite, je vous fais don de ma donnée. C'est un principe qui n'est pas acceptable en Europe alors qu'il l'est dans les pays anglo-saxons. Effectivement, vous pouvez aller aux États-Unis, vous vendez votre donnée. Alors, concrètement, ça impose quoi ? Ça veut dire qu'aux États-Unis, lorsque vous dites « oui, allez-y », vous ne pouvez plus vous rétracter. C'est comme quand vous vendez une maison. Vous ne pouvez pas, à un moment où vous avez vendu votre maison, dire « finalement, non, je la reprends », ce n'est pas possible. Et en France, ce n'est pas le même système. En France, du coup, comme il n'y a pas de droit de propriété sur la donnée, eh bien, vous dites « j'accepte que vous l'utilisiez, mais je peux reprendre mon accord à tout moment ». Ce qui, d'ailleurs, pose problème pour des personnes comme vous qui justement continuent à nourrir leur système expert par cette donnée qui à tout moment, si elle n'est pas anonymisée, peut être reprise par son titulaire. Oui, exactement. Je crois que ce qui est important aussi, c'est comme vous venez Ça ne marche pas. Tenez. C'est vous. Ça y est, ça marche très bien. Oui, je disais qu'effectivement, comme vous venez de le souligner, il y a une différence assez importante de point de vue du droit entre l'Europe et, je dirais, le monde anglo-saxon. Je veux juste citer, pour qu'on voit bien ce dont on parle, un exemple qui moi, m'a frappé. Il y a un chercheur qui est très réputé, très connu, qui s'appelle Church, et qui est spécialiste de ce qu'on appelle la génomique. Et il a une initiative en Grande-Bretagne et aux États-Unis où il demande à tout un chacun de donner nos données génétiques, c'est-à-dire en gros notre ADN, et pour qu'il en fasse un certain nombre de choses. Et ça, c'est très puissant, effectivement, qu'on puisse. Ce serait absolument interdit en France, y compris d'ailleurs pour des choses liées à la recherche publique. Donc on voit bien qu'il y a vraiment il y a deux visions. Alors, pour aller un peu plus loin, on va passer la parole à Benoît et on va aborder, je dirais, non pas la face nord, mais on va parler maintenant aussi de l'utilisation de tous ces outils avec vous et puis après avec Jérôme. Donc vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous connaissez bien les métiers autour de la data science et donc vous voyez bien quelles peuvent être les utilisations. Et là, dans notre quotidien, vous me disiez au téléphone que finalement, c'est plus un usage aujourd'hui. On utilise ces outils, que ce soit pour le recrutement dont vous allez parler tout à l'heure lors de la matinée, et dans d'autres activités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Oui, alors, moi j'aime bien reprendre un peu un historique aussi du vocabulaire. Parce qu'en fait, ce terme intelligence artificielle a beaucoup évolué dans son sens au cours des âges, si je puis dire, et en faisant d'ailleurs un peu une boucle. Parce que
dans les années 70, avec 2001, l'Odyssée de l'espace par exemple, on avait une vraie intelligence artificielle dans ce film de Stanley Kubrick, avec ce fameux HAL, qui était l'ordinateur de bord du vaisseau, je ne sais pas si vous avez vu le film, et à qui on pouvait parler, et qui avait de l'humour. Voilà. C'était une vraie IA, comme on n'en verra sans doute pas de notre vivant ici, parce que ces technologies-là, malgré le talent de nos data scientists, elles ont quand même un peu de mal à se développer à ce niveau-là. Donc c'est ce qui était dit tout à l'heure. L'IA aujourd'hui, c'est d'ailleurs, donc le terme revient au sens de celui des années 70, c'est quelque chose qui est très puissant sur un faisceau extrêmement étroit de compétences. Donc et on parlait du cerveau humain, mais on pourrait même parler du cerveau du rat. Il est bien plus sophistiqué que les meilleures machines qu'on a aujourd'hui, parce que le rat, comme nous, a une vision du monde assez globale, est capable de corréler des choses qui n'ont vraiment rien à voir entre elles, alors que l'IA aujourd'hui, certes, est capable de faire des exploits sur des sujets vraiment très étroits, comme dépiler 15 ans de recherche scientifique. C'est ce que Watson de chez IBM prétend faire, je ne l'ai pas vu faire, je ne sais pas si vous avez testé, mais de dépiler 15 ans de recherche et de faire des recommandations sur des innovations, ce qui est déjà impressionnant, mais c'est surtout très 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 rapide sur une tâche effectivement assez complexe, mais quand même très étroite. L'IA est passée entre-temps par des termes un peu différents. Dans les années 90-2000, on n'employait pas tellement ce mot-là d'ailleurs, et quand on l'employait, c'était un peu académique, et ça englobait la statistique. Donc en fait, c'était tous les moyens mathématiques qui permettent d'aider à la décision. Bon. Aujourd'hui, si on parle d'IA, et je pense qu'on ne parlera pas que d'IA du tout ici, en fait, parce que c'est trop étroit, et c'est un usage plus qu'une technologie. C'est ce que j'évoquais au téléphone l'autre jour. Aujourd'hui, quand on parle d'IA, on reparle de ce qu'on disait dans les 70, c'est-à-dire de quelque chose qui remplace l'humain. Donc c'est Siri dans l'iPhone. Vous remarquerez à quel point il est bête, d'ailleurs. Hein. C'est vraiment... J'ai essayé l'autre jour. Hein. J'ai demandé à Siri de me parler de l'acide salicylique. Il m'a répondu très bien, enfin il m'a lu une page Google, puis après je lui ai dit mais alors c'est quoi les effets secondaires ? Bon, il m'a relu la page Google, quoi. Donc très rapidement on voit la limite bon, c'est un outil grand public, mais on en voit la limite. Donc aujourd'hui l'IA, c'est effectivement, tel qu'on l'entend dans le vocabulaire quotidien, cette conception de quelque chose qui remplacerait l'humain. Et du coup en fait le débat s'élargit forcément, parce que comme c'est encore peu d'usage et peu de devices pour le faire, l'IA, c'est finalement, en tout cas le débat d'aujourd'hui, comme tous les débats qu'on anime en ce moment là-dessus, c'est les algorithmes au sens large. C'est d'ailleurs le mot qu'on entend beaucoup et un peu partout. Et ces algorithmes-là, ils ont des usages, effectivement, c'est le sens de votre question, j'y viens, des usages qui sont variés et qui sont potentiellement très ambigus, parce que je discutais au salon du Big Data avec un médecin à qui on a remis un prix de l'innovation, et on parlait pour la problématique de la santé, par exemple. Lui vivait en Belgique et nous disait, moi en Belgique, comme je suis inscrit à un club de gym, j'ai droit à 50 € de moins, enfin une ristourne de 50 € par mois sur ma mutuelle. Bon, donc ça c'est de la santé personnalisée, c'est puisque vous vous conduisez bien, on vous fait moins, vous diminuez votre risque de santé, donc on vous fait moins payer votre assurance maladie, alors mutuelle, ou je ne sais pas si c'est sécu, mutuelle, enfin bon, tout ça c'est un peu la même chose de toute façon. En France c'est assez séparé, mais il y a plein de pays où c'est très 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 mixé. Et donc ça c'est de la santé personnalisée. En France c'est pour l'instant impensable. Dites-moi ce que vous mangez, ce que vous buvez comme vin, comme alcool, et je vous dirai combien je vous price votre assurance maladie. C'est impensable. Mais il y avait un économiste à côté de nous qui nous disait c'est impensable, sauf que quand le PIB, enfin la part de la santé va dépasser les 13 ou 14% du PIB, on va voir si c'est toujours impensable. Parce que là, le système craque. Alors l'éthique, l'économie, là on est dans des problématiques qui ne sont pas tranchées du tout. C'est vrai que moi, je n'ai pas très envie de savoir ce que je mange, enfin qu'on sache ce que je mange ou ce que je bois ou ce que je fais pour pricer ou comment je conduis, parce que c'est un sujet qui arrive déjà dans l'assurance. Hein. La voiture connectée, c'est quand même déjà... alors je ne sais pas si c'est déjà d'ailleurs complètement abouti, mais enfin, je mesure vos accélérations, vos coups de frein, etc. Puis je vois comment vous conduisez. Bon, est-ce que ces données personnelles, je les garde pour moi et dans ce cas-là, je paye le prix fort, parce que ce sera ça en fait, ou est-ce que je les partage alors qu'elles sont quand même assez personnelles, et à ce moment-là, j'aurai une ristourne. On est à la frontière de cette question-là.
Voilà, donc je ne sais pas si le juridique y répondra, mais... Oui, certainement. On voit bien effectivement qu'il y a des questions ouvertes et elles sont assez nombreuses. Je propose que Jérôme, vous nous expliquiez un petit peu, puisque Benoît vient de parler effectivement de questions qui relèvent de l'éthique. Et vous, alors donc, vous avez cofondé un label qui s'appelle ADEL et qui a pour objectif de labelliser, comme le nom l'indique, les algorithmes selon leur capacité, leur degré d'éthique. Expliquez-nous. Oui, bonjour. Tout d'abord, je remercie Rachel et les organisateurs. Remercier, mais c'est parce que ça devenait un peu lourd. Oui, bon, du coup, je remercie pour 2 ou pour 4. Non, mais et je suis très content d'ailleurs qu'Aline, vous avez fait ce découpage au niveau de l'ordre, parce que finalement, on a parlé technologie, data, usage, et ces 3 briques, finalement, c'est l'éthique et une vision systémique, finalement, qui est un ensemble. Quand on me dit, est-ce que tel algorithme est éthique, en fait, on ne peut pas répondre à cette question comme ça, parce qu'un algorithme, c'est comme si c'était un moteur d'une voiture. La voiture, si elle n'a pas d'essence, le moteur ne sert à rien, finalement. Et un algorithme, c'est une recette de cuisine, c'est une équation de suite logique, finalement, d'action. Mais si ce n'est pas alimenté par la donnée, et vous l'avez très bien dit, son importance est comme un système ou un processus creux. Et donc, du coup, c'est tout un ensemble qu'il faut évaluer d'un point de vue éthique. La donnée, forcément. La donnée, c'est l'essence dans la voiture qui l'alimente. Mais vous voyez bien que la donnée, si elle n'est pas exploitée par un algorithme ou un système algorithmique, plutôt, je préfère, la donnée a sa valeur intrinsèque et assez minime, finalement. Et c'est vraiment la convergence, le mélange, l'exploitation de différentes données hétérogènes qui permet justement d'apporter des corrélations et une valeur vraiment intrinsèque d'exploitation et d'usage du coup. Et la pratique aussi est importante. Donc nous, chez ADEL, en fait, la réflexion et la méthodologie qu'on a mis en place vient d'une thèse doctorale que j'ai effectuée, à l'époque c'était en 2009, à la faculté de médecine de Marseille, qui était de se dire, aujourd'hui et encore plus demain, tout va être numérisé et numérisable. Et l'idée, c'est de se dire, finalement, où seront les exigences, les règles, les valeurs humaines si demain un algorithme parle à un autre algorithme ou à un système expert, où est l'impact humain finalement? Est-ce que ce qu'on fait, c'est bien pour le bien fondé de la personne ou de la société? Et l'idée, en fait, c'est de se dire, en médecine, vous savez, moi c'est mon domaine d'expertise du coup, parce qu'à la base, je suis directeur d'établissement de santé, et c'est se dire, en médecine, il y a des échelles de la qualité de vie ou de la douleur, qui va de 0 à 10. C'est des sociétés savantes qui ont posé des questions, et suivant les questions, le référentiel qu'ils ont mis en place, on peut suivre, et on pose plein de questions, des questionnaires, et on sait l'évolution et l'état des lieux de la douleur ou de la qualité de la personne. Et suivant le seuil, admettons de 5 ou de 6 sur 10, on y applique des actions correctives et une thérapie ciblée pour améliorer la situation de la personne. Et moi, l'idée que j'avais eue à l'époque, c'est de se dire, en faisant un état de l'art au niveau mondial, c'est de se dire, est-ce qu'il existe un référentiel, une valeur d'échelle qui permet d'évaluer finalement le traitement des données numériques? Et assez vite, on s'est aperçu qu'il n'y avait aucune recherche là-dessus. Et se dire, comment on va faire pour visualiser? Parce qu'on a la chance, entre guillemets, alors c'est un don et une malédiction, parce que finalement, on voit que ça fantasme tout ça. Et on ne sait pas trop où on va. Parce qu'on est au début d'une révolution industrielle, peut-être la 4e, où finalement, on est au tout début. Donc on a la chance d'être au début, donc on a compris ce que c'était une nouvelle technologie, et maintenant, on prend du recul pour savoir c'est quoi les conséquences et les impacts. Et on a la chance d'être au début pour pouvoir l'accompagner justement. Mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Ce n'est pas dans 5 ans, dans 6 ans. On parlait de voitures autonomes. J'étais dans une audition pour la mission Villani il y a quelques semaines, enfin quelques mois, et j'avais à ma droite, un des membres de Renault. En 2020, il y aura la première voiture autonome qui va sortir, commercialisant. Alors ça sera pour les secteurs autoroute, mais alors ça sera peut-être 2020, peut-être un peu plus tard s'il y a un peu de retard. Mais c'est demain la voiture autonome, la voiture connectée.
Enfin, c'est même aujourd'hui presque. Donc, si vous voulez, et là-dessus, en fait, l'idée, c'était donc c'est le travail que j'ai effectué, et se dire finalement, quand on parle d'éthique dans le numérique, c'est toute une vision d'ensemble qu'il faut prendre. C'est-à-dire que moi, je le découpe en 3 grandes éthiques. Il y a l'éthique des données. Donc là, il faut réfléchir justement à comment le sourcing de la donnée, d'où elle vient, qui l'a construite. Est-ce qu'on peut croiser n'importe quelle sorte de données, que ça soit, si on pose des données qui sont à la fois des causes et des conséquences, vous imaginez bien que les résultats risquent d'être biaisés et être incompréhensibles finalement. La volumétrie, forcément, la qualité de la donnée. Il y a tout un corps de métier qui va se construire autour de... on va devoir hiérarchiser la donnée, la comprendre aussi, et ça, c'est que des experts de tel ou tel secteur qui vont pouvoir le mettre en place. Il y a aussi une deuxième éthique qui est l'éthique des algorithmes. C'est pour ça que, en fait, quand on me dit comment Adèle évalue un algorithme, en fait, on évalue un système algorithmique. Donc, on évalue toutes les questions autour des données, mais quand on parle des questions, c'est des questions qui sont pluridisciplinaires. C'est-à-dire que nous, on a constitué un comité d'experts scientifiques, d'ailleurs que l'INA fait partie en tant que juriste spécialisé dans ce domaine-là. Mais on a aussi des sociologues, des philosophes, des praticiens. Donc on a créé Adèle pour le domaine de la santé, mais on le développe aussi dans le monde de l'assurance et de la finance et des transports. Et donc on a des corps de métier différents, parce que l'éthique, c'est apporter du sens à une action, c'est répondre à une problématique donnée. Et pour cela, un comité d'éthique, c'est pluridisciplinaire, c'est des approches pluridisciplinaires différentes qui permettent de tendre vers du sens, de la confidence, de la transparence, de la sécurité et de la confiance surtout. C'est ça le label. Et pour finir, la troisième éthique, c'est l'éthique autour. Donc l'éthique des algorithmes, on va réfléchir à toutes les questions sur le fonctionnement de l'algorithme. On parle souvent de boîte noire. C'est vrai que c'est ça qui aussi entretient le fantasme, parce que même les concepteurs de l'algorithme même ne savent même plus comment fonctionne leur algorithme à la fin. Et donc c'est vrai que c'est un vrai problème. Mais et finalement, la finalité qu'on en fait, et c'est l'éthique des pratiques ou des usages qui est important. Si je reprends ma métaphore ou mon image de la voiture, vous voyez bien que la voiture sans moteur, la voiture, elle n'avance pas. Le moteur, il faut qu'il soit nickel. La voiture sans essence, la voiture ne va pas avancer non plus. C'est les données. Et il y a aussi le conducteur. Vous pouvez avoir la plus belle voiture du monde, le pétrole le plus propre du monde. Si derrière, vous n'avez pas un conducteur qui a un code de conduite, de la réglementation, qui permet d'être formé, la voiture, ça peut être un engin pour sauver des vies, pour aller à l'hôpital très vite. Et ça peut faire aussi un carnage et tuer des personnes sur la route. Donc c'est tout cet ensemble-là. Et pour finir, donc cet ensemble-là, moi ce que j'appelle l'éthique by design, c'est l'éthique dès la conception. On parle souvent dans le RGPD de privacy by design, de security by design. Et en fait, finalement, se dire pourquoi s'arrêter à la techno ? Parce que finalement, le numérique touche tous les corps de métier et c'est transversal. Et donc l'éthique by design ou au niveau international de responsibility by design. Oui, très bien. Je rebondis d'ailleurs tout de suite sur effectivement ces préoccupations et je voudrais repasser la parole à Alice pour lui demander, elle et ses collègues scientifiques qui effectivement sont au cœur de l'activité, comment vous prenez en compte, vous, ces questions ouvertes, ces problématiques éthiques, est-ce que tout le monde les prend en compte, comment ça se passe au quotidien quand vous écrivez des lignes de code ou que vous les gérez devant votre ordinateur? Alors déjà, peut-être que je peux commencer par un exemple qui illustre un peu cette idée. C'est qu'il faut savoir que l'intelligence artificielle est aussi intelligente que la donnée sur laquelle elle a été entraînée. Donc si la donnée à la base contient des biais, alors sans aucune surprise, l'algorithme résultant aura les mêmes biais. Et c'est comme ça qu'on se rend compte, par exemple, dans la tâche très, très connue de reconnaissance faciale, qui permet, par exemple, de déverrouiller votre téléphone ou alors de suggérer des amis à taguer sur des photos. Cet algorithme-là, tout le monde s'accorde à dire qu'il est assez efficace, parfois bluffant, il marche très bien. Mais si on se restreint à une catégorie de la population, qui est par exemple celle des femmes noires, il a été montré que les performances de cet algorithme baissaient drastiquement. Et c'est pas parce que l'algorithme est devenu raciste tout d'un coup, c'est parce que les données, donc les millions d'images sur lesquelles cet algorithme a été entraîné, reflètent les biais racistes de notre société
racistes et sexistes qui sont la sous-représentation des femmes et des femmes noires en particulier. Donc il n'y a aucune surprise là-dessus. Comme je disais, c'est vraiment l'algorithme est aussi intelligent que la donnée sur laquelle il était entraîné. Et évidemment, et c'est pour ça qu'il est très important, je pense que les acteurs de l'intelligence artificielle, et en particulier les gens comme moi, les scientifiques, vraiment ceux qui réfléchissent aux algorithmes et qui les mettent en place, se dotent d'une réflexion qui soit transdisciplinaire et multiculturelle. C'est pour ça qu'il est très important que le machine learning, l'intelligence artificielle, ne soit pas fait uniquement, comme c'est le cas malheureusement aujourd'hui, uniquement en grande majorité par des hommes blancs, mais par toute la population, par des femmes aussi, par des gens de toutes les cultures. Bien sûr. Mais il y en a. Voilà, donc c'est très important. Et ensuite, effectivement, peut-être plus que c'est Fei Li, qui est chercheuse à Stanford, qui travaille aussi chez Google Cloud, qui dit ça, qui dit peut-être plus qu'aucune autre technologie, l'intelligence artificielle reflète le plus les humains et leurs défauts, qui en sont les concepteurs ou les conceptrices. Oui, non, c'est vraiment, effectivement, là, c'est un très très bon exemple qui nous permet tous de comprendre immédiatement ce dont il s'agit. D'ailleurs, j'ai lu à ce sujet, il y a quelques jours, un article qui est paru dans un magazine qui s'appelle The Atlantic, et où les chercheurs américains envisagent même de faire comment on dit ça en français, de l'affirmation positive dans la conception, dans la conception algorithmique, justement, exactement, pour pouvoir corriger ces biais qui sont assez... le problème, c'est c'est inconscient en partie et que c'est un peu compliqué. Pour avancer dans notre débat, je vais poser une question naïve à celui ou celle qui veut bien me répondre. Alors là, on a parlé effectivement des biais dans la construction mathématique qui va aboutir à un algorithme et à un fonctionnement. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la transparence pour tout un chacun ? Parce que nos vies, de plus en plus, sont gouvernées par ces algorithmes-là, et demain, donc, par des intelligences artificielles. Moi, lycéen, avec les logiciels pour décider de mon avenir. Moi, demandeuse d'emploi, avec Pôle emploi qui va essayer de me trouver du travail. Moi, malade, avec... on parlait de santé. Alors, en tant que citoyenne et productrice de ma donnée personnelle, comme vous disiez tout à l'heure, comment je peux faire pour en savoir plus et pour que le système soit le plus transparent possible ? Est-ce qu'on peut juste dire d'abord qu'on refuse que nos vies soient gouvernées par les intelligences artificielles ? Ce serait pas mal. Oui, on peut se faire aider, mais gouverner, j'aimerais pas quand même. Oui, c'est un très large problème. Aider, déjà, ça serait très bien. Voilà. Alors, pour réponse de juriste, en fait, la question que vous posez est tout à fait pertinente et en fait, la réponse est simple. C'est le responsable de traitement qui a l'obligation de dire de ce qu'il va en faire pour vous informer. C'est-à-dire qu'on part du principe que nous sommes des personnes intelligentes. Et donc, à partir du moment où on vous demande si oui ou non vous voulez qu'on travaille sur votre donnée ou qu'on récolte votre donnée, eh bien, ça suffit pour dire qu'il y a une transparence. Le problème, et je dois vous le dire, c'est que personne, même les responsables de traitement, il y a deux problèmes. Le problème, c'est que le citoyen lambda n'est pas informé de tout ça. Il entend par les médias parler d'intelligence artificielle et il pense effectivement à Siri, il pense aussi à la science-fiction, ce qu'on voit dans les intelligences artificielles, et ça y est, il voit déjà le robot copain, etc. Donc il y a une espèce de fantasme dans l'esprit des personnes qui ne savent pas de quoi il s'agit. Et ils ne savent pas que c'est eux qui sont à la base de tout quand même. Donc il y a une éducation à faire au niveau de la société. Et par ricochet, une éducation aussi à faire pour ceux qui traitent de la donnée. La plupart des responsables de traitement avec lesquels je travaille, mais en ma qualité d'avocat, ne savent pas qu'il y a des règles.
Regardez, il y a quand même, là, il y a un vent de panique. Peut-être que vous en faites partie. Un vent de panique parce qu'on a tous entendu que le règlement européen était opposable à tous en mai 2018 et que les sanctions sont financières énormes. Ça me fait bien rire. Pourquoi ? Alors, ça me fait rire, c'est vraiment ironique. Mais pourquoi ça me fait sourire les juristes ? Parce que ce que dit le règlement européen est en vigueur en France depuis 1978. Donc, on est au pied là, d'une réalité, c'est-à-dire que toutes les entreprises qui se sont mises au diapason de la loi de 78 vont vers mai 2018 avec une certaine tranquillité en disant « mais c'est toujours comme ça moi, que j'ai fait ». Le règlement européen ne vient pas changer véritablement le fond de la loi. Donc, l'obligation de transparence existe. Alors, pour terminer sur ça, la notion de transparence, pourquoi il faut être très transparent ? Puisqu'il y a un autre principe fondamental qui a été acté, en revanche, c'est que c'est l'empowerment, c'est-à-dire la possibilité que l'on donne à celui dont la donnée est traitée de donner les autorisations ou pas, de retirer l'autorisation ou pas. Donc c'est le pouvoir qui est donné à celui dont la donnée est traitée. Donc, et le responsable de traitement a cette obligation de dire pour que la personne puisse agir. D'accord, oui, c'est très bien. Jérôme, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je voulais rebondir là-dessus. Cette notion de transparence, finalement, elle est totalement liée à la sensibilisation et à l'éducation de la population, des citoyens. Mais il faut savoir, et c'est ce que l'éthique, on essaye d'y répondre aussi, c'est-à-dire que l'éthique qu'il y a en France n'est pas la même qu'aux États-Unis, que même en Allemagne, parce que ça s'appuie sur une influence et un socle socio-culturel historique. Chaque pays a son vécu. En Espagne, ils sont très conservateurs finalement dans les lois bioéthiques parce qu'ils sont très associés à la religion catholique, etc. Et finalement, je prends un exemple. Vous allez au Japon, ils sont très en avance au niveau de la robotique. Et pour eux, le robot, ils l'érigent presque comme un dieu, quoi. Ils le sacralisent. Alors que vous allez aux États-Unis, ils vont le prendre plus comme un serviteur. Donc vous voyez que même l'interprétation des nouvelles technologies peuvent changer d'un continent à l'autre. Et en termes de transparence, finalement, alors on me dit, est-ce qu'un algorithme doit être transparent finalement ? Parce que pour ne pas avoir peur, il faut savoir à quoi on va être mangé, entre guillemets. Et la transparence, on ne va jamais donner le code source de l'algorithme, parce qu'il n'y a même pas 5% des gens qui vont comprendre ce que c'est ce code source. Et encore, à part ma voisine sûrement à ma droite, mais ce qui est important, c'est d'avoir la transparence, et c'est ce qu'on essaye de faire, sur la fonctionnalité de l'algorithme, sur les biais discriminatoires ou pas, sur leur finalité. Et déjà, pour que ça soit compréhensible d'un maximum de personnes. La transparence, elle est aussi liée à la vie privée, indirectement, sur la confidentialité, qui est un peu l'antithèse. Et c'est là où il y a tout un travail d'éducation et de formation à avoir. Alors, Lina a très bien expliqué, d'un point de vue réglementaire, tous les rouages qu'il peut y avoir pour avoir une meilleure transparence d'un point de vue de la personne, qui finalement sa donnée est associée directement à son intégrité physique et son identité. Et c'est vrai que c'est important de vraiment d'éduquer au niveau culturel, et des réunions comme ce matin, qui va être relayée, est capitale et important. Et on voit que les médias, aujourd'hui il y a encore le règlement européen là, qui se fait en parallèle. Et d'ailleurs, une des recommandations dans le rapport, c'est justement qu'il faut que les différents data scientists doivent être formés à une meilleure éthique de l'intelligence artificielle, que les algorithmes qui vont être conçus doivent être pluridisciplinaires. Alors là, on a la chance d'être en parité finalement sur la table ronde, donc c'est très bien, mais que finalement, ça doit être différents corps de métier, comme créer un comité d'experts qui permet autour de la table de construire ce système algorithmique. Alice. Juste un mot très rapide. Je pense que quand même si, comme on l'a dit, un algorithme sans la donnée sur laquelle il a été entraîné, on ne peut pas en faire grand-chose, je pense que quand même c'est important de parler d'open source, et que open sourcer un algorithme, même si ça ne suffit pas à pouvoir en reproduire les prédictions, c'est quand même quelque chose qui est très important, un peu sur le schéma du monde académique. Que si on fait ça, c'est aussi s'engager à être transparent. Et c'est, même si, comme vous dites, évidemment, quand on n'est pas un expert, on ne peut pas comprendre grand-chose, mais
Il y a des experts dans le monde entier et des gens qui ont à cœur l'intérêt de la protection de la vie privée des utilisateurs, l'intérêt de faire l'intelligence artificielle pour le bien. Et ces gens-là pourront jeter un œil à l'algorithme qui a été open sourcé, le comprendre, le critiquer, le débattre. Et il y a de plus en plus d'entreprises privées qui font ça. Par exemple, chez Snips, on a fait ça. On a open sourcé notre brique de compréhension du langage naturel. Et je pense que c'est une très bonne initiative et qu'il faut en parler plus et plus encourager ce genre d'idées, quoi. Alors, je voudrais qu'on discute aussi, recueillir vos avis sur non pas l'environnement juridique, mais ce qu'on pourrait appeler, je rebondis sur ce que vous disiez sur l'éducation, sur notre environnement politique, sociétal. Parce qu'on se rend bien compte, en vous écoutant, vous, les experts de ce domaine, on se rend bien compte qu'on est finalement très loin d'avoir une société et des responsables politiques qui, certes, il y a le rapport Villani, mais enfin, je me rappelle, vous savez, là, vous vous rappelez de cette histoire autour de l'algorithme post-bac. Il se trouve que j'avais fait un article dessus et les lycéens qui avaient porté l'affaire devant le public pour savoir ce qu'il y avait dans la fameuse boîte noire qui quand même juste décidait de leur avenir, donc ça paraît un peu normal de s'en occuper. Il m'avait fait beaucoup rire parce qu'il m'avait expliqué que quand ils ont eu gain de cause, le ministère leur avait envoyé en fait des feuilles de papier. Et bon, il m'avait dit, mais on délire total. Donc, est-ce que vous pouvez, chacun d'entre vous, nous dire un peu ce qu'on pourrait faire dans un état d'esprit un peu constructif pour que ça se passe mieux, pour qu'en France, c'est notre pays, on prenne mieux en compte tous ces enjeux? Je voulais... Alors, c'est APB, le fameux algorithme, qui, je pense, n'est pas un algorithme au sens IA du terme. Hein. Il y a pas, justement, il ne gouverne pas des décisions où il essaye de faire un rangement, un tri, mais il ne décide pas en fonction de paramètres extérieurs, etc. Donc, c'est un peu... Le mot est, à mon avis, un peu galvaudé là-dessus. À la fois, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit et pour répondre à votre question, il y a un chantier important qui est quand même mené par pas mal de chercheurs aujourd'hui et qui porte sur l'explicabilité des algorithmes. C'est quand même un sujet alors qui est important non seulement pour l'éthique, mais pour plein d'autres sujets, hein, pour la science, pour un physicien dans une usine, il aime bien comprendre ce qui se passe dans son matériau. Un médecin aime bien comprendre ce qui se passe dans le corps humain, et les algorithmes peuvent lui répondre, mais en court-circuitant un peu l'explication, c'est le côté boîte noire, et il faut reconnecter tout ça. Donc l'explicabilité, c'est vraiment un travail qui est fait par beaucoup de chercheurs, y compris dans les entreprises, hein, pour pouvoir justement, ne serait-ce que faire le lien entre le métier et l'algorithme. Bon, et du coup, évidemment, ça sert aussi l'éthique. Après, je voudrais rajouter un point, puis répondre ensuite à votre question, mais les usages, pour revenir à ça, sont quand même très ambivalents, et je ferai d'ailleurs le lien avec l'éducation. Quand on filme les gens dans le métro, on est tous filmés dans le métro quand même. Hein. On est filmé dans la rue, on est filmé dans le métro, donc en fait, et là, on n'a rien signé. Enfin, je ne crois pas qu'on signe grand... Si, ouais, mais dans la rue, quand on achète, ouais, c'est indiqué. Bon, enfin, vous voyez, il y a sûrement un truc juridique qui fait que bon. Mais en même temps, on n'a pas le droit de porter un masque, donc en gros, on n'a pas trop le choix, quoi. Donc, il y a des usages plus ou moins vertueux. Voilà, déjà, c'est discutable, mais on peut se servir de ça pour effectivement rechercher quelqu'un et le trouver, un criminel. Bon, on est tous contents quand même qu'on arrête les criminels, ça peut servir. Et puis, quelqu'un dans la salle me parlait il y a quelques jours d'une autre application que j'ignorais. Si j'ai bien compris, en Chine, on fait de l'analogie faciale, comment on appelle ça, de la physiopsychologie, enfin, pour trouver des analogies entre des criminels et des gens. Et puis, s'ils ont une tête de criminel, en gros, eh ben, on essaie de voir s'ils en sont ou pas. C'est intéressant, hein. Si effectivement la morphopsychologie, je cherchais le terme, est une science exacte, bah, c'est très bien. Si on a une tête de violeur et qu'on est effectivement un violeur, il faut nous arrêter. Bon, bien que si on n'a pas encore violé, c'est peut-être un petit peu limite. Mais si la morphopsychologie n'est pas une science fondée du tout, c'est assez grave. Donc il y a quand même des usages avec le même algorithme, avec les mêmes données, c'est un peu ce que tu disais,
des usages complètement différents. Comme la voiture, on peut être un chauffard ou on peut sauver des vies. Enfin, tous ces sujets-là, toutes les technologies nouvelles amènent au bien ou au mal de façon indifférente. Alors l'éducation, venons-en, parce qu'on en discutait un peu avant, les lois, la loi informatique et liberté, bon, tout ça c'est bien, mais finalement, comment aujourd'hui, et je pense que la CNIL est complètement dépassée, et on va en reparler, sûrement rebondir là-dessus, mais comment aujourd'hui protéger les gens, parce que il y a cette dimension risque, je pense que ça commence vraiment très en amont par l'éducation. Aujourd'hui, nos enfants, ou ceux qui en ont, et peut-être vous inondez le public de vos propres données, de façon volontaire. Facebook, Snapchat, Instagram, enfin bon, il y a quand même une volonté des gens, des personnes, à se livrer de façon extrêmement détaillée. Et à partir des données qui sont aujourd'hui livrées sur un réseau social, on peut quand même déduire beaucoup de choses. On peut même déduire votre état de santé. Concrètement, un bon médecin à l'œil, en regardant un peu le blanc de votre œil et la couleur de votre langue, il voit déjà si vous êtes bien parti ou mal parti. Des bons algorithmes savent le faire aussi. Donc, finalement, aujourd'hui, les gens se livrent à ça. Et la première éducation à faire, à mon avis, c'est de leur expliquer à quoi ça peut servir, en bien ou en mal. Donc, je pense que tout pourrait partir de là, et à l'autre bout de la chaîne, avoir une sorte de réglementation, mais un peu méta, et pas forcément rentrer dans un niveau de détail très fin. Mais là, je pense qu'on a des spécialistes qui vont rebondir là-dessus. Alors, Jérôme, et puis après, Lina. Oui, donc pour rebondir là-dessus, c'est vrai que ce qui est important, à la base, c'est l'éducation, parce que on s'aperçoit qu'il y a toute une culture du numérique à prendre en compte, et que comme il y a les droits civiques finalement dans les lycées ou au collège, il va falloir intégrer. Moi, de plus en plus, on me demande d'intervenir dans les universités pour dire, voilà, c'est quoi moi, mon métier demain, c'est ça, c'est un data manager, c'est quoi, est-ce que je fais les choses bien, c'est quoi au niveau de la culture éthique là-dessus, pour répondre au mieux au service. Et finalement, je leur dis, quand on réfléchit à tout ça, on se dit, ce qui est important, c'est la responsabilisation, finalement. Alors, et pour moi, le numérique concerne tout le monde, que ce soit les acteurs du numérique, les professionnels, mais également les citoyens, finalement. Même si actuellement, on n'est pas encore propriétaire de sa donnée, on doit être responsable. Et quand on est responsable, on a des droits, mais aussi des devoirs. Et ça, c'est capital. Et d'un point de vue sociétal ou étatique, pour répondre à la question, c'est pour ça, nous, dans le label, ce que j'ai essayé de mettre en place, c'est se dire, finalement, on me parlait tout à l'heure de la CNIL en disant, il faudrait que l'agence soit plus... qu'il y a une réforme peut-être ou une évolution avec l'écosystème qui arrive, la blockchain qui va arriver. Et finalement, moi, c'est mon fond de pensée en se disant... créer des systèmes de labellisation avec un cadre flexible, éthique, d'accompagnement, permet d'être une régulation ante, si vous voulez, et qui permet, sans aller dans le bien fondé de la citoyenneté, mais aussi dans l'évolution, sans être contraignant pour les entreprises et les acteurs, parce que l'évolution technologique avance. Et ça peut préparer justement les actions de la CNIL ou du réglementaire, finalement, quand on doit appliquer une réglementation, c'est presque un aveu d'échec en disant, maintenant il faut sanctionner. Mais pour préparer ça, je pense qu'il y a toute une préparation et on doit travailler en complémentarité et en concert pour décharger aussi ça, responsabiliser les différents acteurs, les citoyens, et afin de faire un peu comme un entonnoir. Et au bout du bout, s'il faut taper sur les doigts, Lina et ses confrères. Lina, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai qu'on confond la juriste et police, mais d'ailleurs, sachez que en droit, là, on est en train de fonctionner concernant justement l'IA, les nouvelles technologies, en soft law, c'est-à-dire en droit souple. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas une réglementation stricte, parce qu'on veut pas, c'est pas le but. On veut faire avancer effectivement les choses, mais tout en gardant quand même des garde-fous. Et donc, on laisse les initiatives terrain avant être révélées, et en fonction, effectivement, on prend une position. Donc ça, c'est déjà le premier point. Après, pour répondre à votre question et pour compléter, puisque je suis parfaitement d'accord avec vous, l'éducation, je pense que c'est le moment aussi, un des éléments que l'on peut avoir en tête, c'est susciter les débats de conscience. Alors, dans le sens où il ne s'agit pas de dire je suis d'accord ou pas,
il s'agit de réfléchir sur la société dans laquelle on veut vivre. Parce que finalement, ça peut nous intéresser d'avoir des robots qu'on sacralise ou des robots qui sont là pour nous servir. Ça peut nous intéresser d'avoir une intelligence artificielle à nos quotidiens, enfin, dans notre quotidien, surtout dans le secteur santé. Enfin, ça peut remplacer un certain nombre de manques. Mais il faut qu'on sache ce qu'on met en jeu. Pour rebondir et pour être plus clair. Je reprends l'exemple de ce que vous avez indiqué tout à l'heure, de votre médecin qui habite en Belgique et qui, par le fait qu'il a un abonnement dans une salle de sport, a la possibilité d'avoir des réductions par rapport à sa mutuelle. Bon, ça nous intéresse tous, hein, d'avoir des réductions. Après tout, moi, je conduis bien. Eh bien, c'est normal que je paye moins que les autres. Et moi, je conduis mal et j'ai envie de conduire mal. J'accepte de payer plus que les autres. C'est un choix. Le problème, c'est que ce faisant, on est en train de remettre en cause un principe fondamental de la mutualisation des risques. Donc, c'est le principe même de l'assurance maladie qui fait qu'en France, on est un des pays à être quand même, parce qu'on est toujours en train de critiquer, mais le mieux pris en charge, quoi qu'on en dise. Oui, tout à fait, il n'y a qu'à voir ailleurs. Donc, non, mais c'est là. Le principe de la mutualisation des risques est un principe de société que l'on a acté et qui risque de disparaître par cette individualisation de l'assurance qui entraîne aussi, du coup, une montée de l'assurance privée. On va tous s'assurer de manière privée, mais ce qui veut dire qu'on sera chacun dans notre petit coin et en train de dire si tu as ça, c'est de ta faute. Voilà. Donc, est-ce que c'est vraiment la société dans laquelle on veut vivre ? Est-ce que on arrivera à se projeter dans cette société qui, finalement, quelque part, est en perte de valeur ? Donc, peut-être. Alors, ça, c'est une opinion. Elle serait peut-être en perte de valeur. C'est le moment de... Voilà, il faut éduquer, mais aussi susciter les débats de conscience. Ça me paraît très, très bien, effectivement, de dire ça. Je vous propose, parce que malheureusement, l'heure tourne, je voudrais quand même passer la parole à la salle pour prendre une ou deux questions. Pour achever notre débat, monsieur. Si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Entreprise de réalité virtuelle à 360. Donc je suis là, je remercie de vos interventions. Moi, j'avais une question, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est l'approche économique qui me paraît fondamentale. Et en particulier par rapport au marché. Donc en fait, j'avais trois questions en une, si je puis dire. La première, c'est est-ce que la marchandisation des données dans un univers ouvert, comme on le connaît aujourd'hui, mondialisé, disons, ne risque pas de balayer, entre guillemets, l'exception culturelle française. La deuxième question, qui est un peu liée aussi au marché, c'est est-ce qu'on connaît, alors c'est très pratique, le seuil de rentabilité des fournisseurs de données ? Est-ce qu'on sait qu'à partir d'un certain nombre de fournisseurs pour tel marché, ça devient rentable ? Et la troisième question, qui est plus sociale et qui découle des deux premières, c'est est-ce qu'on ne risque pas de créer à terme des communautés hermétiques de fournisseurs de données ? Merci. Très bien, merci beaucoup. Qui veut répondre ? Merci Jérôme. Non, uniquement, moi, pour la première, est-ce qu'on n'est pas en train de créer une exception française ? En fait, on est en train de créer une exception européenne, si toutefois on parle d'exception. Parce que la France, désormais, l'Europe s'est mise au diapason de la France, si vous me permettez, même si c'est vite dit. Mais l'Europe s'est positionnée avec le règlement européen, donc en disant oui à la marchandisation, pour reprendre votre terme, mais avec un certain cadre réglementaire. Ce qui fait qu'effectivement, on a mis une frontière avec les pays américains, donc anglo-saxons de manière générale. Mais on voit à quel point, alors on pourrait dire, mais ça fait de nous un peu le pays d'Astérix, les Gaulois qui résistons. Pas tout à fait. Au regard des réactions des GAFA, on voit qu'ils sont très gênés par cette frontière qu'on est en train de mettre, parce qu'ils sont en train d'épuiser finalement leurs sources de data, et ils veulent s'intéresser à ce qu'on est capable de produire, nous, comme données en Europe, donc nous, c'est-à-dire les citoyens européens. Et pour pouvoir le faire, ils doivent se mettre au diapason européen. Donc on se rend compte qu'on n'a pas forcément si tort que ça. Donc c'est dire faire du traitement, de l'exploitation, de la marchandisation de données, certes, mais avec un certain cadre éthique et réglementaire, et surtout le respect des personnes. Alors pour répondre, je vois bien mon ami Jérôme qui réagit, parce que pourquoi on n'est pas en France, on ne change pas les choses, pourquoi on n'accepte pas de vendre la donnée, de poser un problème, poser un principe de droit de vente, de droit de propriété sur la donnée, parce qu'on considère que la donnée fait partie de la personnalité des personnes, c'est-à-dire fait partie de la vie privée des personnes, et que la vie privée n'est pas est hors commerce, si j'ose dire.
C'est hors commerce. C'est le même principe que les organes. Merci. Alors, allez-y, et puis après je passe. J'allais juste ajouter que dans notre culture française, voire européenne, enfin européenne je crois, effectivement la donnée a pris un peu, ça a été amusant, la place des organes qu'on ne peut pas vendre, de notre sang qu'on ne peut pas vendre. C'est quelque chose alors les organes on ne veut pas forcément les reprendre. Contrairement aux données. Mais enfin, je trouve qu'il y a cette même culture qui a imprégné le droit de la donnée. Alors, Jérôme ? Je ne suis pas si tranché que ça là-dessus, mais en fait, je pense qu'entre l'environnement mondial qui fait que... Alors, je suis moyennement d'accord avec toi quand tu dis que les GAFA ont besoin des données européennes, c'est même pas 20% des données mondiales. Ils en ont vraiment assez en stock avant. Mais c'est pas ça finalement le problème, c'est que je pense que d'un point de vue, c'est peut-être ma vision néo-darwinienne, qui veut dire que c'est une évolution des choses qui fait que vous avez des nouvelles technologies qui vont arriver. Le système blockchain fait que ça va apporter beaucoup plus d'action et de pouvoir et d'un point de vue décentralisation et sans tiers de confiance, qui fait que ça va apporter un peu plus sur l'économie numérique pourquoi finalement la donnée ne peut pas être, quand vous regardez les caractéristiques d'une donnée, c'est une ressource naturelle, au même titre que le pétrole, ça a les mêmes caractéristiques, c'est associé à un marché à plusieurs milliards au niveau mondial, et c'est exponentiel alors que les autres ressources naturelles sont en train de s'épuiser. Et finalement, moi l'idée que je me dis, c'est que pourquoi en tant que citoyen, j'ai ma donnée et finalement, on s'aperçoit que nous, on n'est jamais dans la boucle du service rendu, finalement, financier ou autre, je ne sais pas. Et alors, moi, je ne suis pas en disant il faut marchandiser toutes les données. Je viens du principe que, alors quand on parle des sections françaises ou européennes, c'est que le statut, c'est que la donnée, c'est une extension de vous-même, c'est le droit à l'identité. Et ça, j'en conçois et c'est très bien. Je pense que la vérité va être au juste milieu à contrer des chemins entre le modèle américain et le modèle européen. Et finalement, il va falloir juste sélectionner les données. Les données génomiques, c'est clair, ça sera jamais, il ne faut pas que ça soit marchandisé, parce que c'est le génome, parce que c'est l'humain. Après, les données de comment moi je veux courir ou mon sommeil, je ne vois pas en quoi, si moi je peux en faire ce que je veux finalement. Et même les données génomiques, on peut les donner finalement pour un organisme de recherche publique, pour la prévention du cancer ou pour anticiper. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et je pense que ce n'est pas un système de droit patrimonial, mais peut-être un système de droit à l'image ou de propriété intellectuelle qu'il faudra mettre en place. Mais c'est entre les deux qu'il va falloir trouver le juste milieu, je pense. Alors, je vais juste compléter une chose parce qu'il y a une imprécision qui a été faite, parce qu'effectivement, on ne peut pas commercialiser une donnée dès lors qu'elle est identifiante pour la personne. Ce qui veut dire, à contrario, que lorsqu'elle est totalement anonymisée, c'est-à-dire l'anonymisation de la donnée permet quand même d'exploiter la base dans laquelle elle est contenue et qu'on peut vendre, d'accord ? Mais alors après, effectivement, aussi, la question de l'anonymisation de la donnée pose problème, puisqu'on nous dit effectivement à l'heure actuelle que si aujourd'hui une donnée est dite anonymisée, demain, un autre système expert pourrait réidentifier la personne. Donc la CNIL est très, très soucieuse de cela. C'est un problème, l'anonymisation des données est un vrai problème. Alors, un petit mot, et puis après, je voudrais que Alice puisse aussi nous dire ce qu'elle en pense sur cette question d'anonymisation. Alors, le petit mot, c'est que je pense que le système économique, le modèle économique qui émerge, en Europe en tout cas, mais qui va sans doute émerger ailleurs aussi, pour deux raisons, c'est le troc, en fait, et non pas la monétisation. Parce que vous êtes un malade d'une pathologie ou d'une autre, si vous donnez toutes vos données de vie du matin au soir, hein, vous êtes diabétique, vous urinez le matin, on vous analyse grâce à des toilettes connectées ce que vous avez rejeté, ça remonte. Votre frigo est connecté, on sait ce que vous mangez. Si ça vous rend en échange, après une analyse mutualisée de toutes les données de tous les malades, des alertes sur l'arrivée d'une crise, sur attention, réduisez ça parce que là vous êtes au bord de, je ne suis pas du tout médecin donc j'y connais rien, mais là vous allez acheter entre guillemets cette solution-là parce que vous donnez tout, c'est vrai, de façon pas vraiment anonyme puisqu'on va vous rendre des alertes, mais on vous donne quelque chose en échange. Et ce troc-là, il a du sens. Je pense qu'on sera, comme vous le disiez, on sera acheteur de ça. Ça nous rend un service.
Par contre, la donnée que l'on offre sans aucune contrepartie, alors qu'elle est personnelle, ça bloque. Et j'ai l'innocence de croire que humainement, on est tous à peu près fait pareil quand même, et que quelle que soit la culture, ça bloquera, quoi. Surtout que le deuxième point, c'est que c'est quand même un moyen de dictature extrêmement efficace. Essayer aujourd'hui, là, demain, de faire de la résistance, comme certains de nos grands-parents l'ont fait, bah, ça va être assez compliqué. Hein. Ça va être très là, compliqué. tout de suite, là, c'est juste... faut changer de vie très vite. Hein. Ok, Alice, est-ce qu'on peut vraiment, ça veut dire quelque chose de rendre une donnée anonyme? Est-ce que c'est pas une espèce de chimère? Alors c'est un domaine technique très compliqué, de recherche active, et effectivement, donc moi c'est pas du tout ma spécialité, mais effectivement il est possible de désanonymiser des données dans certains cas. Mais ça, les experts sauront dire s'il est possible. Et il existe aujourd'hui des techniques de cryptographie qui sont absolument inviolables. Donc, mais c'est encore à l'état de recherche en cours. Et juste une chose que je voulais dire aussi à propos de transmettre la donnée de façon gratuite, totalement, c'est aussi qu'il existe une sorte de fausse idée qui est que je donne ma donnée, j'en suis consciente, parce que on me dit que c'est la seule façon d'avoir le meilleur service possible. Par exemple, tout ce qui est enceinte connectée aujourd'hui, on dit « Ok, on enregistre votre voix, mais on est obligé parce que vous allez voir, ça va être incroyable, on va vous éblouir, vous allez parler avec l'enceinte et qui va vous connaître et ça va complètement changer votre vie. » Et ça... je pense qu'on peut dire que c'est un mensonge, qu'on n'a pas forcément besoin d'envoyer nos données en permanence dans le cloud et d'être espionné comme ça toute la journée pour avoir un service de qualité. Alors évidemment, ça demande des challenges techniques qui n'ont rien à voir, mais c'est possible de faire en gros tourner, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tourner les algorithmes en local, c'est-à-dire indépendamment du cloud. C'est ce qu'on fait chez Snips d'ailleurs. Et qui fait qu'aucune donnée de l'utilisateur ne quitte l'enceinte ou l'objet connecté. Et tous les diagnostics sont faits de façon locale, sans avoir besoin d'Internet d'ailleurs. Et ça, je veux dire, il y a des défis techniques vraiment importants là, à relever, mais je pense que c'est possible et qu'il ne faut pas se laisser dire qu'on n'a pas le choix. Voilà. Oui, c'est un défi technique et un défi démocratique, on le comprend bien. Une question à la salle, s'il vous plaît, monsieur. Alors... Le micro pour lui. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Olivier Robillard, je suis journaliste pour l'ADN. J'avais une question concernant les biais des algorithmes. Il y a une question qui commence à émerger, enfin qui a émergé depuis pas mal de temps aux États-Unis, qui est le fait que les algorithmes sont créés par beaucoup des hommes, beaucoup blancs. Manque de femmes, manque de minorités. Je voulais savoir dans quelle mesure on peut lutter contre ça. Peut-être Madame Cook et Monsieur Béranger. Est-ce que le label peut aider à ça? Et vous, est-ce que vous voyez aussi ce manque et le fait qu'on voit que ça a des conséquences assez graves finalement avec des algorithmes qui sont complètement tronqués? Ok, Jérôme. Oui, merci pour cette question. C'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent finalement et qui inquiète. Nous, en tout cas, dans le cadre du label, on accompagne justement les startups ou les grands groupes qui ont un département sur développement des algorithmes, en préconisant avant tout que voilà, si vous voulez concevoir un algorithme ou un système algorithmique ou un traitement de données numériques, il faut mettre autour de la table, il faut le concevoir, il faut fédérer justement un projet Big Data. Finalement, c'est un don et une malédiction. C'est que le fait que ça soit... C'est compliqué à résoudre parce qu'il faut que ça soit autour de la table des disciplines différentes. Et donc des personnes différentes, donc des data scientists, mais également une personne de la ressource humaine, parce que ça impacte la ressource humaine, l'économiste, l'administrateur. Dans le domaine de la santé, nous, on intègre une personne qui est une association de patients ou de malades, qui permet aussi d'avoir le point de vue du patient, d'usager qui va être la cible, on va dire, de l'algorithme en santé. Et même les ergonomes, finalement. Et c'est l'ensemble, en fait, de cette pluridisciplinarité qui permet justement de concevoir un algorithme qui tend vers le bien fondé finalement de la personne. Et c'est ça qui est important là-dessus. Et notre méthodologie, elle est basée là-dessus. Et pour fédérer
finalement un traitement qui se veut pluridisciplinaire, il faut que dès la conception, il y ait un groupe de travail transversal avec les minorités forcément qui sont représentées. Le problème aussi, c'est qu'il y a combien de... On a vu de la ressource humaine, les développeurs qui sont des femmes, c'est très très peu, je crois. Oui, enfin, vous disiez c'est 10%, vous disiez 20%, tout à l'heure c'est- que c'est- vous cherchiez des profils Oui, c'est féminins. un sujet à prendre très très en amont, et qui est un sujet RH, effectivement. Et peut-être au niveau de l'éducation, là, pour le Bah coup, voilà, c'est-à-dire qu'il y avait, enfin, on en parle beaucoup aujourd'hui, hein, comment conduire. Bah, c'était Villani hier sur France Inter, Villani, on qui a disait beaucoup que sa parlé, promo, ouais. ils étaient 3 filles pour 40 garçons, et que dans les années suivantes, il y a eu des années avec 0 filles. Donc là, il y a un Ouais. sujet Il y très a un en amont sujet. Il y d'inciter a un les sujet, filles, ouais. de décomplexer les filles. Je sais pas, j'ai pas la réponse, mais de les C'est très décomplexer pour compliqué, qu'elles aillent vers les métiers mathématiques. Alors, on a de la chance, nous, parce qu'on en a une. Et, Comment a-t-elle et fait donc, pour venir comment à la a-t-elle mathématique? fait Je pense que effectivement, il y a deux problèmes. Il y a le fait que effectivement, il y a moins de filles qui se tournent vers des carrières scientifiques, mais il y a aussi un problème de femmes qui ont des carrières dans la tech et qui partent. Ça, c'est un problème dont on parle jamais, mais il existe, c'est-à-dire en gros des femmes qui arrêtent de faire de la tech pour différentes raisons, parce que c'est une ambiance un peu lourde. On parle d'ambiance de brogramming, c'est-à-dire bro culture, que des hommes qui... Voilà. Ça, c'est une ambiance qui existe. Je la connaissais pas, je vais la ressortir. Programming. C'est une ambiance qui existe dans les milieux tech de développeurs, etc. Donc il y a aussi ce problème-là de femmes qui quittent la tech, mais effectivement, le problème, un des plus importants, c'est que les filles, les petites filles ne se tournent pas vers des carrières scientifiques parce qu'elles, à mon avis, elles en sont complètement découragées. Il y a des biais qui existent. On a montré qu'elles ne sont pas poussées vers les mathématiques de façon plus ou moins consciente. Je ne vais accuser personne, hein, mais des parents, de la société, de leurs professeurs. Donc évidemment, c'est important de soutenir ce genre d'initiative. Et il y en a beaucoup aujourd'hui. On en parle quand même beaucoup aujourd'hui. Et voilà. Oui, les choses évoluent. Oui, alors pas assez vite bien sûr, parce que 20% de femmes dans la tech, c'est pas du tout assez. Mais voilà. Eh bien, écoutez, ce sera notre conclusion sur l'éducation, dont on a bien compris au cours de ce débat que c'était au cœur finalement d'une problématique qui, on l'a vu, à la fois technique, juridique, réglementaire, économique et peut-être et surtout, j'insiste, démocratique. Et c'est à nous tous et à nous toutes de nous en emparer. Je vous remercie. Je voudrais que vous applaudissiez nos intervenants.